j'invite à nouveau Sébastien à venir présenter une conférence qui s'intitule « Améliorer le confort des ports, c'est bon pour l'environnement et le portefeuille ». Sébastien. Merci, Stéphane. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah. Merci. Donc, je n'ai parlé brièvement tantôt. Donc, dans les dernières années, il y a eu très grosse amélioration génétique, ce qui a donné des meilleures performances. Mais quand on a amélioré la génétique, on a amaigri nos animaux. Puis, bon, des animaux qui sont plus maigres, ils ont moins de gras, donc ils ont moins d'isolation. Fait que ces animaux-là vont perdre, vu qu'ils sont moins bien isolés, ils vont perdre plus de chaleur. Puis, selon Brown Brundle, donc les animaux plus maigres vont perdre jusqu'à 15% de plus de chaleur dans leur environnement. Donc, si on veut diminuer ces échanges de chaleur-là, donc au niveau du porcelet en pouponnière, donc il va falloir leur donner plus de chaleur. Sinon, le porcelet, ben, il va dépenser de l'énergie pour garder sa chaleur, puis cette énergie-là ne sera pas utilisée pour améliorer les performances. Puis, ben, en été, si nos animaux perdent plus de chaleur, ben, il va falloir mettre en place des stratégies de refroidissement pour sortir cette extra chaleur-là. Donc, depuis quelques années au CDPQ, on travaille avec le concept de température ressentie. Donc, c'est quoi la température ressentie? C'est la température qu'on mesure au thermomètre, mais qu'on va soit additionner ou soustraire une température selon différents facteurs. Je vais vous montrer un exemple dans pas longtemps. Puis, ben, lorsque la température ressentie de l'animal se trouve dans la zone de confort, c'est là qu'on va avoir les meilleures performances. On peut voir, si on regarde le graphique ici, que les zones de confort, dans le fond, les températures vont varier en fonction du poids de l'animal. Donc, c'est pour ça qu'on va demander une consigne plus chaude pour des porcelets plus jeunes en pouponnière. Puis en engraissement, on peut se permettre de descendre à des températures plus faibles. Ici, Renaudot, en 2012, donc on fait une étude. On peut voir aussi, en fond, l'impact de la température sur le GMQ puis sur la conversion alimentaire. Puis on voit des lignes pour différents poids. Donc on peut voir que plus l'animal est lourd, ben, plus ses performances vont être meilleures à des températures plus faibles. Et inversement, plus il est jeune, ben, c'est quand les températures sont un peu plus chaudes. Puis au niveau de GMQ, ben, on peut voir plus on se rend près de 30-32 degrés Celsius, les performances diminuent. Au niveau de la conversion alimentaire, donc s'il fait trop froid, les animaux vont utiliser l'énergie pour se réchauffer. Puis s'il fait trop chaud, ben, les performances au niveau de la conversion sont moins bonnes aussi. Donc, il y a quelques années, on a travaillé avec un partenaire qui, lui, dans ses pouponnières, en hiver, il avait toujours des performances. Les performances étaient moins bonnes en hiver. Donc, on a travaillé avec lui pour essayer d'améliorer ses performances. Puis, la première chose qu'on a faite, on a regardé c'était quoi ses consignes de température. Donc, lui, ce partenaire-là, à l'entrée, demandait 78 Fahrenheit. Fait que nous, on a utilisé le tableau qui est ici, qu'on a adapté, qu'on a mis en français, c'est Baker en 2004. Donc, selon où est-ce qu'on va mettre l'animal, ben, cet animal-là va être affecté par différentes choses. Donc, en pouponnière, le porcelet est mis sur un plancher de plastique. Puis, selon ce tableau-là, quand on met l'animal sur un plancher de plastique, il va ressentir moins 7 degrés Fahrenheit. Puis, ben, c'est un bâtiment qui est assez récent, donc il était bien isolé. On considère juste moins 1 degré Fahrenheit. Donc, quand on fait le calcul, donc 78 à l'entrée, moins 7 au niveau du plastique, moins 1 au niveau de l'isolation, ce porcelet-là est récent 70 Fahrenheit. Je reviens ici avec la zone de confort. Pour des porcelets à l'entrée de pouponnière qui font à peu près 6 kg, ben, le porcelet récent 70, on est en dessous de la zone de confort. Donc, ce qu'on a fait, on a proposé aux partenaires une stratégie de consigne un peu plus chaude parce que notre génétique aussi, comme je mentionnais précédemment, est plus maigre. Donc, on a fait le même calcul
pour chacun des points, pour chacun des poids des animaux. Donc, on peut voir ici ce qu'on a proposé comme consigne de température. Donc, on est entré à 86,5, puis ça descendait jusqu'à 71,5. Puis pourquoi 86,5? Il faut savoir comment c'est géré la ventilation en hiver. Quand on demande 86,5, on accepte que le chauffage il parte à 85. Donc, nous, ce qu'on veut avoir, c'est réellement 85. Mais si on veut avoir 85 dans mon bâtiment, il faut demander 86,5 parce que là, le chauffage va partir à 85, il va chauffer jusqu'à 85,5. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que ça a l'air vraiment chaud, mais il faut s'adapter en fonction de comment fonctionnent les contrôles de ventilation. Dans ce projet-là aussi, on a mis en place une stratégie pour contrôler le débit de ventilation. Actuellement, dans nos bâtiments, la manière que la vitesse d'air est ajustée, la vitesse d'air minimum, le débit de ventilation, bien, ça sent fort. Je vais augmenter un petit peu ma vitesse d'air. Là, tu vois, le chauffage marche tout le temps. On va le baisser notre vitesse de ventilateur. Donc, nous, dans ce projet-là, on voulait éviter ça. Donc, on a mis en place des compensations de débit par rapport aux sondes d'humidité. Donc, si l'humidité de la salle dépassait 70 les ventilateurs commençaient à augmenter de régime. Puis, ben, quand on sortait cette humidité-là, puis par la suite, quand on venait en bas de 70, ben, nos ventilateurs ventilaient à vitesse minimum. Au niveau des résultats, donc, il n'y a pas eu beaucoup de grosses différences au niveau du GMQ et de la conversion. Au niveau de la mortalité, ça peut sembler une bonne amélioration, mais il faut savoir, malheureusement, on n'était pas chez nous. Il y a eu une dérive sanitaire pendant le projet. C'est un projet qu'on a suivi 26 lots quand même. Donc, mais c'est venu un peu bousiller tous nos résultats, si on veut. Mais ça fait partie de la game quand on travaille, quand on n'est pas chez nous. Par contre, au niveau de la consommation de propane, on demandait des températures plus chaudes. C'est sûr qu'on a consommé plus de propane. On a consommé 175 litres de plus par salle, quand on était à la stratégie plus chaude. Quand on regarde l'impact économique de ça, même si ce n'était pas significatif, on a quand même utilisé les améliorations des performances qui étaient présentes. Donc, la conversion alimentaire est un peu améliorée. On sauvait 0,113 kg de moulée, donc ce qui est l'équivalent de 44 sous par porcelet. Ça nous coûtait plus cher de propane. Donc, quand on le ramenait par porcelet, on parle de 8 sous par porcelet. Au niveau de l'installation des équipements, donc acheter les sondes d'humidité. Puis malheureusement, la durée de vie de ces sondes-là sont très courtes. On parle d'1 an, donc on a calculé de changer les sondes à tous les ans. Donc, si on regarde les revenus supplémentaires, l'économie de moulée, moins ce que ça coûte, il reste quand même un profit d'environ 20 sous par porcelet vendu en hiver. Si on regarde au niveau de l'impact environnemental, donc l'amélioration de la conversion alimentaire permettrait de diminuer les émissions d'environ 8000 kg de CO2 équivalent. Puis le fait qu'on augmente notre quantité de propane, donc on va émettre plus de CO2, on émet 3740 kg de plus, mais le bilan global, donc c'est quand même positif, il y aura une diminution de 4300 kg de CO2 équivalent. Dans le même projet, on a aussi testé une stratégie de ventilation, mais en été cette fois-là, toujours en pouponnière. Donc, on a changé aussi nos consignes, mais toujours en fonction du ressenti du porcelet. Puis, on a rajouté la recirculation. Donc, on a rajouté des ventilateurs de recirculation. Eux, ils partaient lorsqu'il faisait 7,2 degrés Fahrenheit de plus que la température demandée à la consigne. C'était des ventilateurs à vitesse variable, donc ils partaient à très bas régime. Quand ils partaient, on mesurait 10 pieds minutes au niveau des porcelets. Puis quand ils étaient à plein régime, donc on mesurait 100 pieds minutes. Puis une autre chose importante, donc vu que c'était la première fois qu'on travaillait avec de la recirculation chez des porcelains en pouponnière, on ne voulait pas leur donner un coup de fouet et qu'ils tombent malades. Donc pendant les 21 premiers jours, on n'utilisait pas les ventilateurs de recirculation, même s'il y avait une canicule. Donc, au niveau des performances, sont semblables, mais au niveau, quand on utilise la recirculation, donc le GMQ était supérieur de 10 grammes par jour. Légère amélioration de la conversion alimentaire, mais ce n'était pas significatif. Pourquoi ce n'était pas significatif, je le répète encore, c'est parce que les animaux ils ont été malades dans ce projet-là.
Même chose, regardez, au niveau de la mortalité des porcelets, pratiquement 11%, puis ça, c'est sur 26 lots. Là. Les lots d'été, donc 13 lots d'été. Si on regarde au niveau économique, donc le fait que le GMQ est un peu meilleur, on a produit plus de kilogrammes de porcelet. Donc, il sortait avec un poids de 0,5 kg supérieur. Donc, un revenu supplémentaire de 67 sous par porc. Au niveau de la conversion alimentaire, on sauvait un peu d'aliments pour l'équivalent de 38 sous. Puis, au niveau de l'ajout de recirculateurs, de ventilateurs de recirculation, donc on a amorti les ventilateurs sur 10 ans, l'installation électrique sur 20 ans. Donc, on parle d'à peu près 5 sous que ça coûte par porcelet. Puis, les ventilateurs, ça fonctionne à l'électricité. Donc, il y avait un surcoût d'environ 3 sous par porcelet vendu. Donc, la stratégie d'utiliser la recirculation, c'est une avenue vraiment intéressante. Là, on sauvait environ, pas sauvé, mais un revenu supérieur d'environ presque $1 par porcelet vendu en été. Au niveau environnemental, donc l'amélioration de la conversion, presque 7000 kg de CO2 équivalent en moins. Consommation d'électricité, pour ajouter un petit 5 kg. Donc, on voit que au total, le bilan environnemental était très positif. Donc, on diminuait nos émissions. Dans un autre projet, on a testé différentes technologies de chauffage en pouponnière. Donc, on avait 3 traitements. Un traitement témoin où est-ce qu'on utilisait des LB White. Puis le LB White, dans le fond, pour chauffer, il va brûler le propane. Puis il va rejeter de la chaleur dans la salle, c'est ce qu'on veut. Il va aussi rejeter les gaz de combustion puis l'humidité créée par la combustion du propane. Dans un deuxième traitement, on a testé les échangeurs de chaleur de la compagnie ESA. C'était le modèle 3000 pour 3000 CFM. Puis, dans l'autre traitement, on a testé qu'on appelait le traitement sans rejet. Donc, on a testé des fournaises au propane mondaines qui, eux, ont une chambre de combustion fermée. Puis, les gaz de combustion sont rejetés à l'extérieur du bâtiment par une cheminée. Puis, dans tous les traitements, dans le fond, ils étaient branchés sur un Maximus, où est-ce qu'on avait des courbes de débit minimum selon l'âge de porcelet. Puis, il y avait aussi des compensations. Donc, si la concentration à CO2 dépassait notre seuil qu'on avait mis, ou même chose au niveau de l'humidité, les ventilateurs augmentaient graduellement de vitesse jusqu'à temps qu'on redevienne en dessous de ces paramètres qu'on avait mis là. Donc, c'est exactement la même stratégie de ventilation pour les 3 traitements. Au niveau des résultats, donc si on regarde au niveau de la température, on peut voir, c'est les lignes pleines ici. C'est pratiquement identique dans les 3 traitements, c'est ce qu'on s'attendait. Si on regarde au niveau de la consommation de propane, donc ce qui est en vert ici, c'était notre salle témoin. Consommation de 936 litres pour un lot. Le traitement avec la fournaise Modine, 616 litres par lot, une diminution de 34% par rapport au témoin. Puis le traitement échangeur, 440 litres par lot, pour une diminution de 53% de la consommation de propane par rapport au traitement témoin. Qu'est-ce qui explique qu'on utilisait moins de propane dans le traitement sans rejet? Vu que les gaz de combustion n'étaient pas envoyés dans la salle d'élevage, ça nous permettait de diminuer le débit de ventilation. Donc, vu qu'il y avait moins de changements d'air, on rentrait moins d'air froid. Donc, de cette manière-là, on était capable de diminuer notre coût de chauffage. Au niveau de l'échangeur, j'ai peut-être oublié de le dire tantôt, mais l'échangeur était là, mais pour pallier au manque de chauffage, on avait une LB White conventionnelle quand même dans la salle d'élevage. Donc, l'échangeur, comment ça fonctionne? L'échangeur va utiliser l'air chaud qu'on sort du bâtiment pour réchauffer l'air frais qui arrive de l'extérieur. Puis, ça va nous permettre de préchauffer l'air qui rentre dans le bâtiment. Je vais vous donner un exemple. S'il fait moins 30 à l'extérieur et on demande 30 à l'intérieur, l'air va rentrer aux alentours de 0 degré Celsius. Donc, ça amène au moins 50% de nos besoins en chauffage, ce qui vient expliquer le pourquoi que notre consommation de propane est beaucoup plus faible. On a travaillé avec l'IRDA, qui, eux, ils ont emmené leur roulotte mésange, puis ils ont mesuré les émissions des 3 traitements pendant tout l'élevage en pouponnière. Puis ils ont ramené ça en kilogrammes de CO2 équivalent aussi pour qu'on puisse comparer.
Le traitement avec échangeur a permis de diminuer les émissions de 19,6 % puis 12,4 % pour le traitement sans rejet. Au niveau des performances zootechniques, au niveau de la mortalité, ça, on ne s'en entendait pas, mais de manière significative, le taux de mortalité était plus faible dans le traitement avec échangeur. Si-tu le fait qu'il y avait moins de courant froid sur les animaux, l'air arrivait plus chaude, mais systématiquement, dans tous les lots, il y avait 1 % de moins de mortalité. Puis, pour éviter les effets sales, nos traitements, ils changeaient de salle. On avait 4 salles dans notre bâtiment, là. Fait que c'est sûr que ce n'est pas un effet sale. Au niveau des performances, c'était pas significatif, mais quand même, il y avait des différences numériques. L'échangeur, 20 grammes de plus par jour. Au niveau de la conversion alimentaire, c'était le traitement sans rejet qui avait la meilleure conversion. Donc, on a regardé l'impact technico-économique. On a fait une différence par rapport au traitement témoin. Donc, je ne passerai pas en détail, là, mais au niveau de la consommation d'énergie, on sauvait du propane. Dans le cas de l'échangeur, on sauvait du propane, mais ça nous coûtait un peu plus cher d'électricité parce que l'échangeur, comment ça fonctionne? J'ai toujours 2 ventilateurs qui sont en fonction. Un qui prend l'air de l'intérieur, qui le pousse à l'extérieur, puis un autre ventilateur qui prend l'air de l'extérieur, qui la rentre à l'intérieur. Donc, on avait une augmentation un petit peu du coût d'électricité. On voit les gains économiques par rapport aux performances zootechniques. Puis, on a enlevé à ça les amortissements, le coût d'achat des équipements. Au total, le traitement sans rejet permettait un bénéfice net de 2 800 $. Pour ce qui est de l'échangeur, presque 3 000 $ par année. Quand on regarde le payback, le retour sur investissement, environ 1 an pour le traitement avec les mondaines, puis 4,23 ans pour les échangeurs. Puis au niveau des échangeurs, actuellement, il y a des subventions qui peuvent, je pense qu'ils couvrent presque 50 % du coût d'achat des équipements. Donc, le retour sur investissement là, sera aux alentours de 2 ans. Puis, si on regarde l'impact environnemental, donc pour un porcelet de 30 kg, le fait qu'on diminuerait de 19,6 % les GES, donc on sauverait à peu près 15 kg de CO2 par porcelet. Pour une pouponnière, pas standard, mais ce qu'on retrouve beaucoup au Québec, là, un 2000 places, chauffage est en fonction sur à peu près la moitié des lots. Pour une seule pouponnière, donc ce serait 93 tonnes de CO2 équivalent de moins d'émis par année. Ça représente environ 367 000 km qui seraient parcourus par une voiture de taille moyenne. Stratégie de ventilation en hiver en engraissement. Certains producteurs, on en voit moins, mais il y en a encore qui disent bon, moi, je mets ça à 70 Fahrenheit, puis je laisse ça comme ça pendant tout le lot. Donc, on a refait le même principe en utilisant le tableau qu'on a adapté de Baker en 2004. Dans ce cas-là, un porc qui est laissé à 70 à l'arrivée au bout pendant tout le lot, le fait qu'il soit logé sur un béton sec, il faut enlever 9 degrés Fahrenheit. Vitesse d'air de 20 pieds minutes, il faut enlever 1,8 degrés Fahrenheit. Un bâtiment bien isolé, -1. Donc, ce porc-là, pendant tout le lot, c'est comme si sa température ressentie serait de 58,2 Fahrenheit. Ce que je veux vous montrer, donc j'ai continué le graphique ici parce qu'il ne se rendait pas jusqu'au poids que nous, on abat. Mais que si on ne baisse pas la consigne pendant l'élevage, à la fin du lot, mes porcs sont en stress thermique, même si on est en hiver. Il fait trop chaud pour ses besoins à lui. Donc, on vient ralentir sa croissance. Donc, c'est important de mettre en place des bonnes chartes de température. Donc, en 2010, le CDPQ a travaillé avec l'IRDA. Ils ont testé 3 chartes de température différentes. Donc, une stratégie chaude, où est-ce que les porcelets en engraissement rentraient à 72, ils finissaient à 68. Une intermédiaire qui rentrait à 71, qui finissait à 63, puis une froide qui les porcelets rentraient à 70 puis finissaient à 58. Ce qui est important de se rappeler, c'est que il n'y avait pas de différence significative sur les performances au niveau du GMQ puis la conversion alimentaire. Il était identique dans les 3 traitements. Par contre, les stratégies intermédiaires et froides, il y a eu une diminution des émissions de 24 % du NH3 puis 42 % du CH4 par rapport à la stratégie chaude. Puis il y a eu une économie de chauffage aussi d'environ 25 cents à 75 cents par porc selon
le moment que les porcs rentrent, les porcelets arrivent en engraissement. Puis, Francis, aujourd'hui, c'est lui notre spécialiste de la ventilation. Donc, lui, ce qu'il recommande aujourd'hui, c'est des rentrées à 71, mais de continuer à diminuer la baisse de la consigne, puis de se rendre jusqu'à 58 degrés Fahrenheit. Stratégie de ventilation estivale en engraissement. Donc, je ne vous en prends rien. Quand il fait chaud, les porcs mangent moins. En engraissement, donc pour chaque degré Celsius au-dessus de 24 degrés, le porc va manger 55 grammes de moins. Donc, s'il fait 30 degrés Celsius dans mon bâtiment, ben, le porc va manger 6 fois 55 grammes de moins. Ça veut dire 330 grammes de moins cette journée-là. Pour la truie, regardez, elle, c'est au-dessus de 20. Donc, dès qu'il fait plus que 20 dans ma mise bas, ben, ma truie est en stress thermique. Donc, dans mon même exemple, s'il fait 30, cette truie-là, elle, c'est 150 grammes de moins par jour par degré Celsius. Donc, s'il fait 30, c'est 10 degrés Celsius, ça va manger 1,5 kg de moins, ma truie. Donc, ça va avoir un impact, c'est sûr, sur ses performances laitières, sur mon poids de sevrage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de combattre ça, ces stress thermiques-là, au niveau de notre bâtiment? Donc, la ventilation murale, ça fonctionne bien jusqu'à environ 23 degrés Celsius. Donc, souvent, il va faire plus frais à l'extérieur, on va faire notre changement d'air, on va rentrer de l'air plus frais, donc on va être capable de contrôler la température. Quand la température dépasse 23, ce qu'il faut faire, donc il faut créer une vitesse d'air à ces animaux. La vitesse d'air va venir refroidir nos animaux. Donc, selon Massabi, un 200 pieds minute de vitesse d'air va créer un effet de refroidissement de 5 à 6 degrés Celsius. Puis ça, quand on crée une vitesse d'air, ça fonctionne bien jusqu'à temps qu'il fasse 32 degrés Celsius dans la pièce. Pourquoi 32? 32, c'est environ la température de la peau des porcs. Si l'air est plus chaud que 32, même si on crée une énorme vitesse d'air sur notre porc, on va le réchauffer au lieu de le refroidir. Dans le fond, c'est par des échanges thermiques. Si mon air est à 32, si mon air est à 34, mon porc est à 32, bien, je vais venir réchauffer mon porc au lieu de le refroidir, peu importe la vitesse qu'on va y créer dessus. Donc, à partir de ce moment-là, il faut essayer de faire d'autres choses pour rafraîchir nos animaux. Donc, on peut utiliser de l'eau pour faire de l'évaporation. Donc, on peut utiliser soit le système de brumisation, comme on voit ici, ou soit utiliser des cool cells. Donc, dans les deux cas, ça fonctionne bien quand il fait chaud, mais que l'humidité est faible. Donc, un temps chaud et sec, on va être capable de réduire la température ambiante de la salle entre 4 et 6 degrés Celsius. Mais dès que c'est humide, ces systèmes-là fonctionnent beaucoup moins bien. Parce que dans le fond, pourquoi qu'on refroidit l'air? Parce qu'on pousse de l'humidité dans l'air. Mais si mon air est déjà chargé en humidité, ben, leur efficacité va être beaucoup moindre. Puis des fois, nous, on a un système de cool cell à notre maternité Arma. Puis quand c'est vraiment humide, ben, on l'arrête. Parce que oui, on va peut-être baisser d'1 degré Celsius, mais on vient charger l'air en humidité. Puis au niveau du ressenti, c'est moins intéressant. Ce qui fonctionne à tout coup, peu importe que ce soit humide ou que ce soit sec, c'est de mouiller les animaux. Puis quand on parle de mouiller les animaux, c'est pas on part les gicleurs puis on les laisse jouer en dessous de l'eau, c'est on part notre système, on mouille nos animaux, donc le système va être en fonction de 30 secondes, 1 minute, puis après ça, on arrête le système. Puis idéalement, il faut le combiner avec une vitesse d'air. Donc on attend que les porcs se sèchent. Puis une fois qu'ils sont secs, ben, on recommence le cycle. Puis ça fonctionne super bien. En 2012, au CDPQ, on a fait un essai. On a comparé 4 traitements. Donc ici, c'était notre salle témoin. Elle avait 80 CFM par porc. Dans la salle de côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé un ventilateur muraux. On se retrouvait avec 60 CFM. On a rajouté des ventilateurs de recirculation pour créer un courant d'air sur les porcs. Dans l'autre salle, on a fermé 2 ventilateurs muraux. Donc, on avait 45 CFM par porc. On a utilisé des ventilateurs de recirculation, puis on avait mis aussi un système de brumisation sur les ventilateurs. Puis dans ma 4e salle, on a fermé 2 ventilateurs muraux. On avait des ventilateurs de recirculation, puis on utilisait les gicleurs qui étaient là en place pour le lavage. Donc, on peut voir ce que ça donne au niveau des performances, au niveau du GMQ. Quand on utilisait la vitesse d'air puis de l'eau, soit par la brumisation ou avec les gicleurs. Donc, ça nous permettait d'améliorer notre GMQ de 45 grammes.
Quand on regarde la durée moyenne, le fait d'avoir un système de refroidissement, que ce soit juste la recirculation ou recirculation combinée avec de l'eau, donc ça nous permettait d'atteindre le poids ciblé entre 3 et 5 jours de moins. Et souvent, les gens ont peur de mettre en place ces systèmes-là. Ils vont se dire, ah, moi, mon puits, déjà, il est limite. Si je mets ces systèmes-là avec de l'eau, je vais prendre plus d'eau. Ben, c'est pas vrai. Dans ma salle témoin, donc la consommation moyenne des porcs était de 11,43 litres par jour. Puis, quand on rajoutait la recirculation, environ 9 litres. Donc, les porcs avaient moins chaud, ils allaient moins boire. Ici, c'est combiné consommation, l'eau qui était bue, plus l'eau utilisée par les systèmes de refroidissement. Donc, 8,6 litres puis 9,5. Donc, au global, même si j'ai des systèmes qui utilisent de l'eau, j'utilise moins d'eau que dans ma salle témoin. Puis, ça s'explique, les porcs ont chaud, ils vont plus boire, ils vont gaspiller de l'eau pour essayer de se mouiller, pour se rafraîchir. Des comportements qu'on ne voyait pas dans ces salles-là. Donc, l'impact économique de cet exemple-là, donc on a amélioré le GMQ de 45 grammes. Donc, selon l'outil Simulot du CDPQ, c'est environ 1,90 $ de plus par porc. Pour un bâtiment, pour un lot d'été, donc c'est 1800 $. Mais ce qui est important avec les systèmes de refroidissement, c'est surtout ça permet de ne pas étirer notre lot en été. Des fois, on n'est pas capable de faire notre lot en 18 semaines. Des fois, on est obligé de le faire en 19 ou 20 semaines. Donc, quand on utilise un système de refroidissement, ça nous permet de respecter le calendrier. Puis, si on utilise les données d'AgriClimat, donc l'amélioration du GMQ de 45 grammes, ce serait environ 15 kg de CO2 de moins qui serait émis. Donc, en conclusion, oui, il m'a regardé avec des gros yeux. L'optimisation du confort des porcs par l'amélioration des conditions d'ambiance permet, dans bien des cas, d'améliorer les performances. Ça, c'est vrai autant en hiver qu'en été, autant dans les pouponnières qu'en engraissement, puis même en maternité. Donc, l'amélioration des performances se traduit souvent par une augmentation des revenus, puis par une diminution des émissions. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Sébastien, excellente présentation. Petite question. Facteur humidex, qui est souvent un facteur qu'on entend parler beaucoup pour l'humain. On ne le voyait pas, des fois tu en parlais, à quelques reprises tu disais « Oh, c'est l'humidité qui augmente, qui peut avoir un impact ». Est-ce qu'il devrait être tenu un peu plus en compte, le facteur humidex, autant été qu'hiver? Oui et non. Ça, c'est une belle réponse. Dans le fond, en hiver, on s'en servait pour contrôler notre débit de ventilation. Donc, si on ne sort pas assez d'humidité, l'humidité dans la pièce va augmenter. On sait que l'air à l'extérieur est plus froid. Donc, son pourcentage d'humidité relative va être beaucoup plus faible qu'à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on s'en sert en hiver. En été, pour ceux qui ont des systèmes de brumisation puis de cold cell, oui, il faut t'en tenir compte. Mais si tu arroses tes animaux, oui, c'est vrai qu'on va augmenter spontanément l'humidité dans la pièce, mais on ventile au maximum, notre débit d'air est au maximum. Donc, l'humidité qu'on a créée, on la sort en quelques minutes. Donc, puis l'avantage de les rafraîchir va être beaucoup plus grand que cet inconfort d'humidex pendant quelques minutes jusqu'à temps qu'on ait sorti cette humidité-là. Autre petit point peut-être avant. Le premier résultat, malheureusement, le petit enjeu de santé qu'il y a eu, est-ce que tu crois, est-ce que tu as été capable de voir la différence ou si on tenait juste, par exemple, les 13 premiers lots au lieu des 26 avant peut-être que la maladie, je ne sais pas quand elle s'est présentée? Pas mal au début. Ah, OK. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça nécessiterait, selon toi, de refaire le test? Oui, dans un environnement mieux contrôlé. Puis l'humain reste humain aussi dans ce projet-là. Donc, il y avait une stratégie que la ventilation était automatisée. Là, les autres salles, c'était un humain qui venait jouer ses vitesses d'air minimum. Puis il n'est pas fou, il a regardé un peu ce qui se passait de l'autre côté. Puis quand on n'est pas chez nous, on ne contrôle pas tout. Mais oui, ce serait le genre de projet qu'il faudrait refaire chez nous. On va t'équiper pour le faire aussi. Là. Oui, Christian? Oui, au niveau des gicleurs pour rafraîchir les cochons, sais-tu quand on atteint une certaine température extérieure que là, c'est go, on le met? Ou c'est aussi
dépendamment de l'âge des cochons en engraissement? C'est dépendamment de l'âge. Dans le fond, le tableau que je montrais là, de Baker en 2004, là, donc dans ce tableau-là, tu as aussi l'effet de refroidissement par l'eau quand on mouille les animaux. Donc, il faut faire le calcul. Parce que c'est sûr que si tes porcs ils commencent, là, on ne partira pas ça à 24. Là, tu vas juste mouiller le plancher pour rien. C'est ça, exactement. OK. Merci. Donc, c'est tout. Pas plus de temps pour les questions, Sébastien, mais merci beaucoup. Fait que là, ma troisième présentation.